Le téléphone a sonné à 9h15 ce vendredi matin. La voix d'Émilie, ma belle-fille, résonnait comme un ouragan incontrôlable, chargé d'une rage qui m'a glacé le sang. « Suzanne, espèce de vieille sorcière inutile. Je viens d'envahir votre maison et j'ai tout cassé. J'ai brisé les assiettes, fracassé les verres, déchiré vos vêtements. Votre anniversaire va être un enfer complet. Vous ne méritez aucun jour de paix dans votre vie misérable. » Pendant quelques secondes, je suis restée sans voix. Mon cœur s'est emballé, mes mains ont tremblé. Puis une sensation étrange s'est emparée de moi. Un calme glacial que je n'avais jamais ressenti. « Chère Émilie », ai-je répondu avec une tranquillité qui m'a surprise moi-même. « Il y a un petit problème dans votre plan parfait de destruction. » Elle a cessé de crier. Le silence était si profond que j'entendais ma propre respiration. « J'ai déménagé il y a 3 mois, ma chère. La maison où vous venez de faire cette belle démonstration est maintenant occupée par le commissaire Serge Martin. Il y habite avec sa femme et leurs 2 jeunes enfants. » Le silence qui a suivi fut le plus assourdissant de ma vie. Je sentais, même à travers le téléphone, le moment exact où la réalité l'a frappé comme un marteau. « Ce n'est pas possible », a-t-elle bégayé, la voix soudain petite, fragile. « C'est tout à fait possible. Et j'imagine qu'en ce moment précis, vous devez entendre quelque chose d'intéressant s'approcher. Des sirènes, peut-être. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou quel pays vous nous regardez. Je m'appelle Suzanne, j'ai 67 ans, je suis retraitée et mère de Jérôme. Pendant 8 années, depuis son mariage avec Émilie, ma vie s'est transformée en enfer déguisé en famille heureuse. Au début, Jérôme et Émilie vivaient avec moi dans ma grande maison. C'était censé être provisoire, le temps qu'ils économisent pour leur propre logement. Mais les mois se sont transformés en années, et Émilie a progressivement pris possession de chaque espace, de chaque décision, de chaque moment de ma vie. Elle avait le don de me faire sentir comme une intruse dans ma propre existence. Chaque jour, je devenais plus invisible dans ma propre maison. Émilie avait 28 ans quand elle a épousé Jérôme. Blonde, jolie, avec un sourire qui trompait tout le monde, sauf moi. Dès le premier jour, j'ai perçu dans ses yeux une froideur calculatrice cachée derrière la sympathie forcée. Au début, les attaques étaient subtiles. Des commentaires sur mon âge, des suggestions selon lesquelles je devrais me reposer davantage. Puis elle a commencé à réorganiser mes placards, jeter mes objets, transformer ma décoration. Toujours avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Suzanne, vous ne voyez pas d'inconvénient, n'est-ce pas? Je veux juste rendre tout plus pratique. » Le pire, c'était les réunions de famille. Elle me servait en dernier, m'oubliait dans les photos, parlait des projets familiaux comme si je n'existais pas. Quand quelqu'un me demandait mon avis, elle répondait à ma place. « Ah, vous savez comment c'est. Suzanne préfère rester tranquille dans son coin. » Jérôme ne remarquait jamais rien. Pour lui, Émilie était l'épouse parfaite qui prenait soin de sa mère avec dévouement. Il ne voyait pas les grimaces, n'entendait pas les commentaires venimeux murmurés uniquement pour moi. La goutte d'eau a débordé il y a 4 mois, lors de l'anniversaire de leur mariage. Émilie a organisé une fête chez moi sans vraiment me consulter. Au moment des photos officielles, elle m'a simplement ignorée. Quand certains invités ont demandé où j'étais, elle a répondu assez fort pour que tout le monde entende « Suzanne est fatiguée. L'âge ne pardonne plus. Mieux vaut la laisser se reposer. » J'étais là, dans la cuisine, entendant chaque mot. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est réveillé. Une force que je ne savais pas posséder. Ce n'était pas de la colère, c'était la conscience que je méritais mieux. Ironiquement, après 8 années à vivre sous mon toit, Jérôme et Émilie avaient finalement trouvé leur propre appartement et ont déménagé quelques semaines avant ce fameux anniversaire de mariage. Émilie pensait que j'allais rester seule dans sa maison, attendant sagement leur visite, continuant à jouer le rôle de la vieille mère reconnaissante. Elle ne pouvait pas imaginer que je prendrais ma liberté. Cette nuit-là, j'ai commencé à planifier mon évasion. Pendant 3 mois, j'ai tout organisé dans un silence absolu. J'ai trouvé un appartement dans le centre-ville. Puis j'ai pris une décision qui allait tout changer, louer ma maison meublée.
Ma voisine Claudette m'a parlé d'un commissaire de police qui cherchait justement une location meublée. Il venait d'être muté avec sa famille et ne voulait pas s'embarrasser d'un déménagement complet. Le commissaire Serge Martin s'est révélé être un homme courtois, père de famille. Nous avons signé un contrat pour 3 ans. Comme je louais meublé, tout restait en place. De l'extérieur comme de l'intérieur, la maison gardait la même apparence. Pendant 3 semaines, j'ai discrètement emporté mes affaires personnelles, photos, bijoux, vêtements, livres de cuisine, tout ce qui avait une valeur sentimentale. Le reste, je l'ai laissé pour la famille Martin. J'avais donné un jeu de clés à Jérôme des années auparavant, pour les urgences. Je savais qu'Émilie y avait accès. C'était un détail que j'avais gardé en tête. Le jour de mon déménagement, Jérôme et Émilie étaient repartis en week-end. En quelques heures, avec l'aide d'une entreprise, tout était terminé. J'ai remis les clés au commissaire Martin. Je n'ai informé personne, ni Jérôme, ni Émilie. Seule Claudette savait. Et maintenant, en écoutant Émilie bégayer au téléphone, je ressentais une satisfaction que je n'avais pas éprouvée depuis des années. « Émilie, ai-je dit calmement, vous avez environ 5 minutes avant l'arrivée de la police. Je suggère que vous réfléchissiez à une très bonne explication pour le commissaire Martin. » J'ai raccroché. Et pour la première fois en 8 ans, j'ai vraiment souri. Après avoir raccroché, je suis resté dans ma cuisine, tenant ma tasse de café. Mes mains tremblaient encore, mais ce n'était pas de peur. C'était de l'adrénaline pure. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment vivante. J'ai regardé autour de moi. Mon petit appartement. Rien de luxueux, mais chaque objet avait été choisi par moi. Chaque rideau, chaque coussin reflétait mes goûts, ma personnalité. Il n'y avait plus rien d'Émilie dictant comment ma vie devait être organisée. Pour comprendre comment j'en suis arrivée à ce moment, je dois revenir en arrière. J'ai rencontré Émilie lors d'une fête organisée par un collègue de Jérôme. Il est rentré radieux ce soir-là, me parlant de la jeune femme merveilleuse qu'il venait de rencontrer. Elle travaillait comme vendeuse dans une boutique haut de gamme. Selon lui, c'était la femme la plus belle et intelligente qu'il ait jamais connue. Lors de notre première rencontre, Émilie est arrivée avec un bouquet de fleurs et un sourire lumineux. Elle a complimenté ma cuisine, posé des questions sur ma vie avec un intérêt qui semblait sincère. « Madame Suzanne, Jérôme parle tellement de vous. Il est un fils si dévoué. Cela montre comment vous l'avez bien élevé. » Ces paroles m'ont rempli de fierté. Quelle naïve j'étais. Les premiers mois ont été agréables. Émilie venait dîner au moins 2 fois par semaine, offrant toujours son aide, intéressée par mes histoires. Je pensais avoir gagné non seulement une belle fille, mais une fille. Ils se sont mariés 8 mois après leur première rencontre. La cérémonie était simple, mais belle. Émilie a insisté pour que je marche avec elle jusqu'à l'officier d'état civil. J'ai pleuré d'émotion. Après leur lune de miel à La Rochelle, ils se sont installés chez moi. C'était censé être temporaire, quelques mois seulement. Jérôme m'a demandé de leur donner un jeu de clés pour faciliter leur installation. « Maman, c'est juste pendant qu'on économise pour notre propre maison. » J'ai accepté avec joie. Je ne savais pas que ces mois deviendraient des années. Les premiers signes de problème sont apparus rapidement. Émilie a commencé à réorganiser ma cuisine sous prétexte de me montrer des astuces pratiques. Elle changeait mes ustensiles de place, jetait mes casseroles anciennes. « Suzanne, cela ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Laissez-moi vous montrer où j'ai rangé chaque chose. » Cette phrase aurait dû allumer une alarme. Elle allait m'apprendre où se trouvaient les choses dans ma propre cuisine. Mais j'ai avalé mon inconfort et souri. Puis elle a suggéré de changer le canapé du salon. Elle achetait de nouvelles nappes, de nouveaux rideaux, toujours avec l'excuse de rendre la maison plus moderne. Pourquoi ne pas donner un coup de jeune? Amener la maison dans notre époque? Jérôme soutenait tous les changements. Pour lui, Émilie s'occupait de notre maison avec affection. Il ne percevait pas que chaque changement effaçait ma présence. Le pire, c'était les humiliations déguisées en attention. Quand des invités arrivaient, Émilie se positionnait comme la maîtresse de maison. Elle recevait les visiteurs, servait le café, donnait les instructions. Je devenais une aide silencieuse dans ma propre demeure. Suzanne est un peu fatiguée aujourd'hui, mais elle est ravie que vous soyez venue. Lors des fêtes,
elle prenait complètement en charge l'organisation. Décidait du menu, invitait les gens, décorait. Mes recettes, celles que je préparais depuis des décennies, avaient soudainement besoin d'être améliorées avec ses suggestions. Jérôme ne voyait rien. Pour lui, Émilie était la belle-fille parfaite qui s'occupait de sa mère avec dévouement. Quand j'essayais de lui parler, il trouvait toujours une justification. « Maman, Émilie essaie juste de t'aider. Détends-toi un peu. » Émilie avait créé une narration parfaite. Pour le monde extérieur, elle était la belle-fille dévouée. Pour mon fils, l'épouse préoccupée par mon bien-être. Mais pour moi, au moment où nous étions seuls, elle montrait son vrai visage. « Suzanne, vous ne pensez pas qu'il est temps de chercher un endroit plus adapté à votre âge? Un appartement plus petit, plus facile à entretenir ?» Voilà. Elle ne voulait pas que je me repose. Elle voulait que je disparaisse de ma propre maison. Mais ce jour-là, il y a 4 mois, quelque chose en moi s'est réveillé. Je l'ai regardée avec une sérénité qui m'a surprise, et j'ai dit « Vous savez, Émilie, je crois que vous avez raison. Il est vraiment temps que je pense à des changements. » Le sourire qui s'est dessiné sur son visage était de pure victoire. Si seulement elle avait su quel type de changement je planifiais. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à organiser ma sortie. Discrètement, méthodiquement. J'ai trouvé l'appartement parfait, rencontré le commissaire Martin, signé le contrat de location. Pendant 3 mois, j'ai continué à sourire aux visites d'Émilie, à acquiescer à ses suggestions, à jouer le rôle de la vieille dame docile qu'elle pensait que j'étais. Le jour de mon déménagement, quand tout fut terminé, je me suis retournée une dernière fois. Ce n'était plus ma prison. C'était simplement une maison. Et j'étais enfin libre. 1 heure après l'appel hystérique d'Émilie, mon téléphone a sonné à nouveau. Le commissaire Serge Martin. « Madame Suzanne, comment allez-vous ? » « Je vais bien, commissaire. J'imagine que vous m'appelez à cause de la visite inattendue de ce matin. » « Exactement. Pourriez-vous venir ? J'ai besoin que vous identifiez la personne et me racontiez ce que vous savez. » Quand je suis arrivée, la scène était surréaliste. Des voitures de police dans la rue, des voisins curieux aux fenêtres, et là, à l'intérieur, Émilie assise sur le canapé, les mains menottées, le visage gonflé de larmes. En me voyant, elle a baissé la tête, incapable de soutenir mon regard. Le commissaire m'a accueillie avec une poignée de main ferme. « Madame Suzanne, j'ai besoin de comprendre. Cette jeune femme a enfoncé la porte, brisé des meubles, déchiré des vêtements, causé des destructions considérables. Elle dit qu'elle est votre belle-fille et qu'elle avait le droit d'être ici. » J'ai regardé autour de moi. Des assiettes cassées, des rideaux déchirés, des photographies de la famille Martin piétinées. Émilie avait fait exactement ce qu'elle avait promis au téléphone. « C'est bien ma belle-fille, commissaire, mariée à mon fils depuis 8 ans. Il vivait avec moi dans cette maison jusqu'à il y a 3 mois. Mais elle n'a plus aucun droit d'être ici depuis que j'ai loué ma maison à vous et votre famille. » « Mais comment a-t-elle eu accès ? » Mon fils avait un jeu de clés que je lui avais donné il y a des années, pour les urgences. Émilie y avait accès. Le commissaire a tout noté, secouant la tête. « La situation est grave, madame. Nous avons violation de domicile, dégradation de biens, perturbation de l'ordre public. Mon épouse était à la maison avec les enfants quand elle a enfoncé la porte. Les enfants ont été terrifiés. » Mon cœur s'est serré. Émilie avait terrorisé une famille innocente à cause de sa rage envers moi. Je suis désolée, commissaire. S'il y a quelque chose que je peux faire, j'ai besoin que vous fassiez une déposition formelle sur votre relation avec votre belle-fille. Cela aidera à établir le mobile. C'est alors qu'Émilie m'a regardée, ses yeux rouges et désespérés. Pour la première fois en 8 ans, elle n'avait pas le contrôle. Elle ne pouvait pas manipuler les faits, ne pouvait pas me présenter comme la méchante. « Suzanne, s'il vous plaît, expliquez-leur que c'était juste un malentendu. J'étais nerveuse, confuse. » Je l'ai regardée longuement. Je me suis souvenue de toutes les humiliations, tous les manques de respect, toutes les fois où elle m'avait fait sentir comme une intruse dans ma propre existence. Émilie, ce n'était pas un malentendu. C'était une invasion. Vous avez enfoncé la porte d'une famille innocente, détruit leurs biens, effrayé de jeunes enfants.
Cela a un nom. C'est un crime. Son visage s'est décomposé. Mais je ne savais pas. Personne ne m'a dit que vous aviez loué la maison. Et qui a dit que je devais vous informer de mes décisions? Qui a dit que j'avais besoin de votre autorisation pour louer ma propre maison? Le silence n'était brisé que par sa respiration saccadée. Pour la première fois, elle entendait des vérités que personne n'avait jamais eu le courage de lui dire. Au commissariat, j'ai fait une déposition détaillée. J'ai raconté les années d'hostilité voilée, ses tentatives de me contrôler, ma décision de déménager en secret pour échapper à cette atmosphère toxique. « Avez-vous des preuves ?» a demandé le greffier. « J'ai des messages, des courriels, des voisins témoins, et mon fils qui peut confirmer qu'elle manifestait toujours le désir que je cherche un autre endroit où vivre. » Pendant la déposition, j'ai reçu 3 appels de Jérôme. Je n'ai répondu à aucun. Quand je suis sortie, il était 17 heures. Émilie avait été formellement inculpée. La caution, 5 000 €. Je suis rentrée avec une sensation étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de la joie, c'était du soulagement. Finalement, le masque était tombé. Ses véritables intentions étaient exposées. À 19 heures, Jérôme a appelé. Cette fois, j'ai répondu. « Maman, pour l'amour du ciel, quelle est cette histoire? Émilie est en garde à vue. » « C'est exact, mon fils. J'ai loué ma maison il y a 3 mois et j'ai déménagé. Émilie l'a découvert aujourd'hui, a envahi la maison de la famille qui y habite et a fait des dégâts considérables. »« Mais maman, pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» Pour la première fois depuis des années, j'ai entendu une préoccupation sincère dans sa voix. « Mon fils, j'ai besoin de te raconter des choses que tu n'as jamais voulu écouter. » La conversation a duré 3 heures. 3 heures durant lesquelles j'ai enfin pu raconter la vérité sur ce qu'avait été ma vie ces 8 dernières années. Cette nuit-là, j'ai raconté tout à Jérôme. Pour la première fois depuis des années, il m'a écouté sans m'interrompre, sans chercher d'excuses, sans justifier les comportements de sa femme. « Maman, je te jure que je ne savais rien, » a-t-il dit, la voix brisée. Émilie me disait toujours que vous vous entendiez bien, qu'elle prenait soin de toi avec affection. Mon fils, elle prenait soin effectivement. Elle prenait soin de me faire sentir invisible. Je lui ai raconté les changements dans ma décoration qui effaçaient ma présence, les humiliations déguisées en sollicitude, la façon dont elle prenait le contrôle total de ma propre maison. Tu te souviens quand elle a réorganisé ma cuisine? Oui. Elle disait que c'était pour te faciliter la vie. Jérôme, elle voulait s'approprier le seul espace qui était encore mien. J'ai entendu le silence lourd de l'autre côté. Jérôme assimilait des informations qu'il n'avait jamais considérées. « Maman, pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? » Parce que j'ai essayé, mon fils, plusieurs fois. Mais tu trouvais toujours une justification pour elle. Tu me faisais sentir comme une belle-mère jalouse. Alors j'ai arrêté. Ce soir-là, après notre conversation, quelque chose avait changé entre nous. La vérité était sortie. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Le procès pénal contre Émilie suivait son cours. Son avocat tentait de plaider un trouble émotionnel temporaire, mais les preuves étaient incontestables. Ma relation avec Jérôme a connu une transformation profonde. Il a commencé à me rendre visite régulièrement, sincèrement intéressé à reconstruire notre lien. « Maman, je réalise que je ne te connais presque pas. Tes rêves, tes projets, qui tu es au-delà d'être ma mère. » Ces paroles m'ont profondément touchée. Pendant des années, je m'étais définie uniquement par mes rôles. J'avais oublié que j'étais aussi Suzanne, une femme avec ses propres désirs. Entre-temps, j'ai commencé à recevoir des appels de mes anciennes voisines. Claudette a été la première. « Suzanne, il y avait des choses que j'ai toujours voulu te raconter, mais je ne savais pas comment. Sur ta belle-fille, les choses qu'elle disait de toi. » Mon estomac s'est contracté. Elle disait toujours que tu devenais un peu gâteuse, que c'était difficile de gérer avec toi, qu'il fallait avoir de la patience parce que les personnes âgées sont compliquées. Chaque mot était comme un coup de poignard. Émilie avait passé des années à construire une narration pour tout le voisinage.
une narration où j'étais la petite vieille problématique dont elle s'occupait par charité. Durant le week-end, j'ai reçu 3 autres appels similaires. Des voisins qui maintenant, avec tout exposé, se sentaient libres de raconter ce qu'ils savaient. Le dimanche soir, Jérôme est venu me voir. Il était fatigué, clairement ébranlé. « Maman, j'ai payé la caution d'Émilie. Elle est rentrée, mais les choses entre nous ne vont pas bien. » « J'imagine, mon fils. J'ai parlé avec elle de tout ce que tu m'as raconté. Au début, elle a nié. Mais quand j'ai commencé à la confronter avec des détails précis, elle a fini par admettre certaines choses. Nous nous sommes assis dans mon petit salon. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de retrouver mon fils, pas le mari modelé par Émilie. Elle dit qu'elle a toujours été jalouse de notre relation, qu'elle avait peur de ne pas être acceptée, et que pour cette raison, elle a essayé de prendre le contrôle. Et toi, Jérôme, que penses-tu de tout cela? Il est resté silencieux longtemps, regardant ses mains. Je crois que j'ai été un mauvais fils. J'ai laissé faire des choses que je n'aurais jamais dû permettre. Chaque fois que je la défendais, chaque fois que je minimisais tes plaintes, j'étais complice. 3 mois après l'invasion, le jour du procès est arrivé. Émilie avait beaucoup changé. Elle était plus maigre, clairement ébranlée. Le jugement a été rapide. Les preuves étaient claires. Le commissaire, son épouse, les voisins, tous ont confirmé la gravité de ses actes. Quand est venu son tour de parler, Émilie s'est levée, tremblante. « Monsieur le juge, je sais que j'ai commis une erreur grave. Je n'ai aucune excuse. J'étais hors de moi, en colère. Je demande pardon à la famille que j'ai lésée et à ma belle-mère. » Le juge a été clair. 2 ans de prison avec sursis, travaux d'intérêt général et indemnisation pour les dommages. En sortant du tribunal, Jérôme était bouleversé. Maman, Émilie et moi avons officiellement divorcé la semaine dernière. La nouvelle ne m'a pas surprise. Comment te sens-tu? Soulagée, pour être honnête. J'ai découvert que depuis des années, je n'étais pas vraiment heureux. 1 an s'est écoulé depuis l'invasion. 12 mois qui ont transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Tandis que j'écris cette histoire, je suis assise sur mon balcon, observant le mouvement de la rue, une tasse de café à la main et le son de mes pinceaux séchant en arrière-plan. Oui, les pinceaux. Ce rêve d'apprendre la peinture est devenu bien plus qu'un passe-temps. J'ai découvert un talent naturel pour l'aquarelle. Mes paysages urbains ont commencé à attirer l'attention. Madame Geneviève, une amie rencontrée à l'université du 3e âge, m'a convaincue de participer à l'exposition annuelle. À ma grande surprise, 3 de mes œuvres ont été vendues. Suzanne, regardez combien de personnes admirent vos tableaux. Vous avez un vrai don. L'argent n'était pas considérable, mais la sensation de reconnaissance n'avait pas de prix. Pour la première fois de ma vie, je me sentais accomplie. Ma relation avec Jérôme a fleuri d'une manière inédite. Sans l'interférence d'Émilie, nous avons pu nous redécouvrir. Il vient déjeuner chez moi les dimanches et nos conversations abordent des sujets profonds. Rêves, projets, souvenirs d'enfance. Maman, j'ai une proposition. Et si nous faisions ce voyage en Aquitaine dont tu as toujours rêvé? Je paie tout. 1 semaine à Arcachon, la dune du Pilat, Saint-Émilion. Mes yeux se sont remplis de larmes. Non seulement pour la générosité, mais pour réaliser qu'il m'avait vraiment écouté, qu'il se souvenait de mes rêves. 2 semaines plus tard, nous étions à Arcachon. C'était mon premier voyage d'agrément depuis 15 ans. Chaque moment fut une révélation. Nous avons marché sur les plages, goûté les huîtres fraîches, visité les cabanes ostréicoles. Sur la dune du Pilat, regardant le coucher de soleil sur l'Atlantique, il a dit quelque chose que j'ai gardé dans mon cœur. « Maman, merci de ne pas avoir renoncé à moi. Merci de ne pas avoir laissé mes erreurs détruire notre relation. Mon fils, tu es ma famille. Les vraies familles résistent aux tempêtes. » Le lendemain, nous avons visité Saint-Émilion. Nous avons dégusté des vins locaux, ri ensemble comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. J'ai compris que j'avais retrouvé mon fils. Quand nous sommes rentrés, un message vocal m'attendait. C'était Émilie. Depuis l'appel 1 an auparavant, nous n'avions plus parlé. « Madame Suzanne,
Je termine mes travaux d'intérêt général la semaine prochaine. J'ai travaillé dans un refuge pour femmes victimes de violences conjugales. Ce fut une expérience transformatrice. J'ai rencontré des femmes qui ont souffert de choses bien pires, et cela m'a donné une perspective différente. Elle a fait une pause. Je veux que vous sachiez que j'utilise mon expérience comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Je raconte mon histoire pour que d'autres comprennent comment la jalousie peut nous transformer en personnes cruelles. J'espère qu'un jour vous pourrez me pardonner, mais je comprends si cela n'arrive jamais. J'ai écouté le message 3 fois. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, une humilité sincère que je n'avais jamais perçue auparavant. Quelques jours plus tard, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. J'ai appelé Émilie. « Allô ?» a-t-elle répondu, clairement surprise de voir mon nom sur l'écran. « Émilie, c'est moi. J'ai écouté votre message. »« Madame Suzanne, je ne m'attendais pas à ce que vous rappeliez. Je ne vous appelle pas pour offrir une amitié ou pour faire comme si rien ne s'était passé. Mais je reconnais que vous essayez de devenir une meilleure personne et cela mérite d'être reconnu. » Il y a eu un silence ému de l'autre côté. Ce qui m'a le plus marqué dans votre message, c'est de savoir que vous utilisez notre expérience pour aider d'autres personnes. Cela montre de la maturité. Merci de me dire cela. Cela signifie beaucoup venant de vous. Émilie, je ne sais pas si un jour nous aurons à nouveau une relation proche. Peut-être pas. Mais je ne garde plus de colère envers vous. J'en ai gardé longtemps, et cela ne me faisait que du mal. Madame Suzanne, vous êtes une personne bien plus grande que je ne l'imaginais. Vous l'avez toujours été. Quand j'ai raccroché, j'ai senti comme si un poids énorme était sorti de mes épaules. Ce n'était pas un pardon complet, cela était encore en processus, mais c'était la paix. Enfin, la paix. Aujourd'hui, à 69 ans, j'ai une vie qui m'appartient véritablement. Mon appartement accueillant, mes tableaux accrochés au mur, mes livres rapportés du voyage, mes plantes sur le balcon. Chaque objet ici raconte une histoire, et toutes sont mes histoires. Jérôme me rend visite régulièrement, non par obligation, mais par plaisir sincère. J'ai rencontré des personnes merveilleuses dans mes cours. J'ai une routine active et agréable. Pour la première fois depuis des décennies, je me réveille chaque jour enthousiaste face aux possibilités qui m'attendent. La leçon la plus importante que j'ai apprise est qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. À 67 ans, quand beaucoup pensent que la vie est déjà définie, j'ai découvert que ma vraie vie ne faisait que commencer. Émilie a appris de la manière la plus douloureuse possible que tenter de contrôler et diminuer les autres ne fait que nous diminuer nous-mêmes. Le prix qu'elle a payé fut élevé. Elle a perdu son mariage, a dû répondre pénalement de ses actes et passer par un processus public d'humiliation. Mais peut-être qu'au bout du compte, ce fut le réveil dont elle avait besoin pour devenir une meilleure personne. Quant à moi, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. J'ai eu peur de recommencer seule, peur de perdre mon fils, peur de faire le mauvais choix. Mais j'ai agi quand même, et chaque pas m'a mené vers une vie plus authentique et épanouie. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.